Quand on pense à l'Argentine, on pense au tango, à Lionel Messi, à Buenos Aires, on pense à Maradona, au maté, au drapeau bleu et blanc, mais on ne pense presque jamais au noir. Et ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, moins de 1% des Argentins se déclarent afro-descendants. Dans les rues de Buenos Aires, comme dans les manuels d'histoire ou les plateaux télé, les visages noirs sont presque absents. Comme si cette population n'avait jamais existé. Comme si elle n'avait jamais compté. Et pourtant, il fut un temps où les Noirs représentaient jusqu'à 1/3 de la population de Buenos Aires, où ils combattaient dans l'armée, travaillaient dans les ports, bref, jouaient un rôle central dans la vie culturelle et économique du pays. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi cette disparition? Comment une population si présente a-t-elle pu devenir invisible? Aujourd'hui, on va parler d'un effacement. Pas un effacement soudain, brutal, spectaculaire, un effacement lent, méthodique, silencieux. On va parler des Noirs d'Argentine et de la manière dont un pays tout entier a tenté d'effacer leur mémoire. Au XVIIe et XVIIIe siècle, l'Argentine fait partie de l'empire colonial espagnol. Et comme dans tout empire colonial, il y a des esclaves. Des dizaines de milliers d'Africains sont déportés de force depuis l'Angola, le Bénin ou le Sénégal pour être vendus sur les quais du port de Buenos Aires. À l'époque, cette ville n'a rien du centre culturel qu'elle deviendra. C'est un avant-poste commercial, un carrefour où se croisent contrebande, vaches, cuir et êtres humains. Contrairement à ce que l'on croit, l'Argentine n'a pas été épargnée par la traite négrière. Elle a simplement été moins documentée. Et pourtant, les chiffres sont là. Au début du 19e siècle, un habitant de Buenos Aires sur 3 est noir ou métis. Les femmes afrodescendantes cuisinent, lavent, élèvent les enfants des familles blanches. Les hommes, eux, sont souvent envoyés dans l'armée ou dans les plantations du Nord-Ouest. Mais les Noirs ne sont pas qu'une force de travail. Ils forment une véritable communauté avec leurs traditions, leur langue, leurs rituels, leur musique. Ils ont leur église, leur confrérie religieuse, leurs propres fêtes. Et cette présence influence profondément la culture argentine. En d'autres termes, les Noirs ne sont pas une note de bas de page de l'histoire argentine. Ils en sont un chapitre à part entière. Mais ce chapitre, à peine écrit, va être effacé. Au XIXe siècle, l'Argentine entre dans une nouvelle ère. Elle lutte pour son indépendance, construit son armée, trace les contours de la nation. Mais cette construction ne se fait pas pour tout le monde. Au contraire, elle se fait au détriment de certains. Et les premiers à en faire les frais sont les populations noires. Dès les premières guerres d'indépendance, les hommes noirs sont enrôlés massivement. On leur promet la liberté en échange de leur sang. Mais ce qu'on ne leur dit pas, c'est qu'ils seront souvent envoyés en première ligne, sans armes, sans formation. Et cela ne s'arrête pas là. Quelques décennies plus tard, c'est la guerre contre le Paraguay, connue comme la guerre de la Triple Alliance. Un conflit brutal, sanglant, mené de 1865 à 1870. Et là encore, les bataillons afro-argentins sont les plus exposés. Le taux de mortalité est terrifiant, à tel point qu'à la fin du 19e siècle, des observateurs notent déjà que les Noirs ont quasiment disparu de Buenos Aires. Mais ce n'était que la première étape. En 1871, une épidémie de fièvre jaune frappe Buenos Aires. Elle touche surtout les quartiers les plus pauvres, les plus denses. Et bien sûr, qui y résident principalement les populations noires, descendantes d'esclaves. Entassés, sans accès aux soins, exclus des cercles de pouvoir. Des milliers meurent. Leur part dans la population s'effondre encore. Et cette fois-ci, ce n'est plus la guerre, mais la maladie qui décime. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette disparition n'est pas qu'un hasard. Elle s'inscrit dans une idéologie. C'est une Argentine moderne, européenne, blanche. À partir de la fin du 19e siècle, le pays ouvre grand ses portes à des millions d'immigrés venus d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne ou de Suisse. Ils sont encouragés, valorisés, installés dans les villes. Et en parallèle, on efface discrètement les Noirs du paysage. En 1887, la catégorie dite nègre disparaît officiellement des recensements. Les derniers Afro-Argentins recensés sont noyés dans des catégories floues, trigueños, métis, blancs. Et puis, si une population ne figure pas dans les statistiques, alors elle n'existe pas, non? L'Argentine se construit une image d'elle-même, celle d'un pays sans passé africain, tourné vers l'Europe, qui se pense plus blanc que le Brésil, plus civilisé que ses voisins. Et cette image, elle va la cultiver pendant plus d'un siècle. Quand une population disparaît physiquement, on pourrait croire que sa mémoire reste. Mais en Argentine, c'est tout l'inverse. Après les guerres, les épidémies et les recensements truqués, c'est la culture noire elle-même qu'on va tenter d'effacer. Plus d'écoles afro, plus de confréries religieuses, plus de représentations publiques. Les Noirs ne sont plus dans les journaux, ni sur scène, ni dans les livres d'histoire. Et pourtant, ils sont partout. Le tango, ses rythmes viennent du candomblé, des percussions africaines jouées par des esclaves libérés dans les quartiers populaires de Buenos Aires. Mais ce lien, on ne le dit jamais. On ne l'enseigne pas à l'école. On préfère raconter que le tango vient des immigrés européens des banlieues, en effaçant les Noirs qui y vivaient aussi. Et ce n'est pas seulement dans la musique.
Même la toponymie, le nom de rue, de quartier, porte des indices. Le quartier de San Telmo, l'un des plus anciens de Buenos Aires, fut un centre de vie afro. Le mot quilombo, aujourd'hui utilisé pour désigner le désordre, venait à l'origine de communautés d'esclaves en fuite. Mais qui s'en souvient? Ce n'est pas un oubli involontaire, c'est une mémoire étouffée, enterrée, comme si reconnaître ce passé menaçait l'image que l'Argentine voulait projeter d'elle-même. Et pourtant, certains se souviennent. Des familles entières ont continué à transmettre, en silence, des danses, des mots, des recettes. Des descendants d'Afro-Argentins gardent dans des tiroirs des photos, des archives, des histoires que personne n'est venu leur demander. Pendant des décennies, l'histoire afro-argentine a donc été reléguée aux marges, invisible dans les livres, ignorée par les médias, minimisée par les politiques. Mais aujourd'hui, les choses commencent à bouger. En 2010, pour la première fois depuis plus d'un siècle, le recensement argentin pose une question simple. Vous considérez-vous comme afrodescendant? Des dizaines de milliers de personnes répondent oui. Certaines par fierté, d'autres par mémoire familiale, d'autres encore par la volonté de réparer un oubli. C'est le début d'une reconnaissance tardive, mais importante. Les communautés afrodescendantes s'organisent, se regroupent, manifestent, créent des associations. Elles exigent qu'on leur enseigne leur histoire, qu'on célèbre leurs figures, qu'on répare les injustices. Des artistes, des chercheurs, des militants prennent la parole. Ils racontent leurs racines, leurs fiertés, leurs blessures aussi. Ils rappellent que l'Argentine noire n'est pas seulement une histoire ancienne, elle est vivante, ici, maintenant. Et ce n'est pas tout. Depuis les années 1990, de nouvelles vagues migratoires venues d'Afrique de l'Ouest, principalement du Sénégal, redonnent une visibilité au visage noir dans les grandes villes comme Buenos Aires, Rosario ou La Plata. Mais là encore, ce n'est pas simple. Ces communautés font face au racisme, au rejet, à la précarité. Le regard de l'Argentine blanche sur ses afrodescendants reste souvent teinté d'exotisme, de méfiance ou d'ignorance. Et pourtant, petit à petit, les lignes bougent. Des écoles intègrent l'histoire afro dans leurs programmes, des musées commencent à organiser des expositions, et des jeunes s'affichent fièrement comme afro-argentins. Parce que revendiquer cette histoire, c'est plus qu'une question d'identité, c'est une façon de dire « nous étions là, nous sommes là, et nous méritons d'être vus ».